Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Pas faire attendre le public. Alors, la séance est ouverte, exceptionnellement avec un horaire à 20h30, puisque nous étions à la réunion publique avec l'entreprise de Prestalp à 18h30, pour faire un petit retour global quand même, une réunion publique plutôt sereine, calme, avec un retour des habitants assez positif sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Alors, on a deux pouvoirs, Aldo Carbonari à Bénédicte Guillaumin et Sandrine Curtet à Stéphane Couder. Comme d'habitude, il nous faut... Ah bah si, c'est le même celui-là. Comme d'habitude, il nous faut un secrétaire de séance. Didier. Didier, merci beaucoup. Nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal, donc le 10 octobre. Merde, oui. Merci, mon cerveau extérieur, Jean-Baptiste. Mais oui, bien sûr. Vous avez vu qu'autour de la table, il y a une nouvelle campagne de route. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Christine Audouard suite à la démission de Marie-Josée Gros-Croissy. Donc Christine, qui était 19e sur la liste, qui ne croyait certainement pas être élue. Bienvenue Christine. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Non. Non. On peut applaudir ta venue, ouais. Alors on a prévenu un peu Christine, mais j'avoue que je lui ai pas tout raconté pour être sûre qu'elle vienne. Elle verra au fur et à mesure. Merci Jean-Baptiste. Donc je reprends mon approbation du procès-verbal, donc du conseil municipal du 10 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des choses qui auraient besoin de modifier? Non. Eh bien, nous allons donc le voter. Y a-t-il des abstentions? Non. C'est Didier. Qui est contre? Personne. Bien, eh bien, le procès-verbal est donc approuvé. Alors, l'ordre du jour, un point sur les ressources humaines, notamment sur le recrutement d'un coordonnateur des agents recenseurs dans le cadre du recensement. On a 2 points en finances publiques avec Gérard, donc des 2 décisions modificatives. Un point jeunesse avec Stéphane sur la convention territoriale globale, signature de la convention. Des points sur les mobilités présentés par Alfio sur la cession du bien mobilier, vente en ligne d'un camion-benz et la délibération cadre pour la signature de convention relative à l'attribution d'une subvention aux acquéreurs d'un vélo dont tu nous parleras, vélo à essence électrique. Un point travaux avec Annie, convention de travaux avec la CISI. Nous avons 2 points Grenoble-Alpes Métropole sur une mutualisation avec la métropole. C'est Nathalie qui nous en parlera. Et un rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics des déchets de l'eau potable. C'est un petit peu habituel, on l'a tous les ans. Et on finira par de l'urbanisme avec Johan qui nous présentera un rapport au sein de la SPL ALEC. Et j'ai quelques décisions administratives à vous présenter. Alors, je commence donc par la première. Vous savez que donc, Noyaret va être recensé à partir du début de l'année prochaine, donc 2023. Donc, dans ce cadre, nous devions désigner un coordonnateur et créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations qui vont donc se tenir du 18 janvier au 20 février. Donc, nous proposons de désigner comme coordonnateur d'enquête un agent de la collectivité, ce sera Tassiana Mathieu, qui va donc bénéficier d'une décharge partielle de ses fonctions. Il gardera sa rémunération habituelle, d'un repos compensateur ou la rémunération d'heures supplémentaires dans le cas où la décharge partielle ne serait suffisante, équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement. Et nous proposons bien sûr le recrutement de 6 agents recenseurs à temps plein ou à temps non complet dans le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie C.
On a déjà commencé à faire passer les petites annonces pour voir si on avait un petit peu voilà, quelques habitants qui pourraient être intéressés par ce travail. Il y aura 280 logements à recenser. Les agents recenseurs pourront également être des agents de la collectivité qui vont bénéficier par elle d'une décharge partielle, repos compensateur, heures supplémentaires. Je crois qu'on a quelques postulants. Et les agents recenseurs recevront 40 € bruts pour chaque séance de formation. Pour la demi-journée de repérage, 40 € à 100 € bruts en fonction du territoire et du nombre de logements identifiés, plus une prime variable de 100 à 250 €. Et la rémunération de l'agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement et au prorata du travail effectué. Et nous inscrivons les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. Donc une partie est payée par l'État et une autre partie est payée par la collectivité. Et on n'a pas bien le choix. Y a-t-il des remarques sur ce rapport? Question. Les élus ne peuvent pas être agents recenseurs. On a posé la question. Alors, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, nous donnons notre accord pour la désignation d'un agent comme coordinateur d'enquête et le recrutement de 6 agents recenseurs. On continue avec les finances publiques. Décision modificative numéro 3, suppression de crédit. Je te passe la parole, Gérard. Bien, merci. C'est une délibération essentiellement technique qui nous est proposée. Il faut se rappeler qu'en matière de gestion financière et comptable, les amortissements constituent une dépense de section de fonctionnement et une recette d'investissement. Or, il se trouve que 21 000 € ont été inscrits par erreur au budget primitif 2022 en dépenses d'investissement et non en recettes. Il nous est donc proposé de rectifier cette erreur de plume en supprimant cette prévision de dépenses de 21 000 € en section d'investissement. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Alors, nous allons procéder au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Bénédicte Christian. Et qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour la suppression des crédits indiqués. Donc nous venons d'adopter la 3e décision modificative du budget. Il nous est maintenant proposé une 4e décision modificative qui consiste en une ouverture de crédit de 35 200 € en section de fonctionnement. Ces 35 200 € se déclinent en 3 points. 10 000 € pour abonder le chapitre des combustibles à titre de précaution pour notamment au regard de la hausse du prix de l'énergie et pour permettre à notre commune de payer ses factures jusqu'à la fin de l'année. Nous trouvons également 20 000 € au titre de l'entretien des bâtiments publics, car l'imputation d'une telle dépense au chapitre indiqué, à savoir le compte D615-221, laisse augurer d'une possibilité de récupérer la TVA. Donc, nous avons imputé toutes les dépenses qui pouvaient justifier une récupération de TVA sur ce compte. Donc, nous proposons d'abonder ce compte de 20 000 €. Et enfin, nous inscrivons 5 200 € au titre
d'une indemnité contractuelle de résiliation pour motif d'intérêt général du marché de travaux publics ayant pour objet la rénovation de la toiture et de la charpente de l'église Saint-Paul, marché conclu le 15 mai 2020. Alors, ceci nécessite peut-être quelques explications ou en tout cas un retour sur les différentes étapes de ce processus qui s'est révélé en fin de compte extrêmement complexe et délicat. Il faut se rappeler en effet qu'un marché a été signé le 15 mai 2020 avec l'entreprise Salvi pendant la période de confinement pour rénover la toiture et la charpente de l'église. Sur les 3 offres proposées, c'est la moins-disante qui a été retenue. Donc ceci était plutôt une situation que nous avons trouvée extrêmement confortable et satisfaisante, puisqu'en effet, le marché était passé et, mon Dieu, l'église allait être rénovée. Très rapidement, les questions sont venues, puis les interrogations, et très rapidement, les inquiétudes. En effet, ce marché n'avait pas fait l'objet d'un avis de maître d'œuvre, alors qu'un marché de maîtrise d'œuvre était en cours de négociation. La logique de cohérence voulait qu'on fasse d'abord le diagnostic, puis qu'on fasse intervenir l'architecte, et enfin que l'on conclue le marché. L'artisan est apparu tout à fait volontaire, de bonne foi, mais il ne semblait pas avoir la structure nécessaire pour ce type de travaux. Devant cette situation, nous sommes entourés naturellement de conseils, et notamment d'un groupement de maîtrise d'œuvre réunissant un cabinet d'architectes. Nous avons aussi sollicité le concours des services de l'État à travers la Direction régionale des affaires culturelles et d'une agence en charge d'études historiques et patrimoniales, avec un bureau d'études de structure, un économiste de la construction et un bureau d'études chargé du volet paysager et un géomètre expert. Le rapport de diagnostic remis par ces personnes compétentes pour traiter l'ensemble du sujet est tout à fait éclairant. Il est apparu de façon évidente que les travaux objet du marché conclu le 15 mai 2020 avec l'entreprise Salvi ne sont ni suffisants ni adaptés à l'état actuel de l'ouvrage. On notera en particulier le sous-dimensionnement des chevrons, des attaques parasitaires et des reprises de maçonnerie préalables nécessaires, ainsi que des contraintes spécifiques s'agissant de travaux concernant un ouvrage qui relève du patrimoine local. Il faut se rappeler que le clocher de l'église Saint-Paul est un bâtiment quasi millénaire. Donc, le marché qui a été conclu le 15 mai 2020 ne devait pas, ne pouvait pas être honoré. C'est donc l'entreprise Salvi qui, du fait du contrat signé, va bénéficier d'une indemnité de dédit de 5 200 € que nous proposons d'inscrire dans cette décision modificative. Voilà. Les 32 500 € inscrits en dépenses sont équilibrés par une recette de 35 000 € constatée notamment sur des comptes de recettes diverses et en particulier sur les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Gérard, c'est extrêmement clair. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Personne. Oui, avec le pouvoir. Donc, le conseil municipal donne son accord pour les ouvertures de crédit indiquées ci-dessus. Tu as un micro? Je peux passer. Donc ensuite, nous passons à l'éducation jeunesse avec Stéphane.
sur la convention territoriale globale, la signature de la convention pour le poste de chargé de coopération du sous-bassin Noyaret-Sassenage-Veurey. Stéphane, on t'écoute. Ça marche. Okay. Donc oui, je vais vous parler de la convention territoriale globale, donc quelque chose qui a été signé, donc il y a une délibération, en 2022, la délibération 2022-019 en date du 28 mars 2022. Donc c'est qui pourra adhérer donc au dispositif de la convention territoriale globale, donc c'est ce qu'on appelle le CTG. Et c'est quelque chose qui est signé avec la CAF de l'Isère. Donc on rappelle aussi que la CTG donc, a pris la suite de ce qu'on appelait le contrat enfance, donc le contrat enfance-jeunesse, COJ, qui existait auparavant avec la commune de Veurey-Voroise. Enfin, on rappelle, ça a déjà été dit, que le CTG vise un champ d'action beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié qu'auparavant. Donc on a l'accès aux droits, l'accueil des jeunes enfants, l'enfance et la jeunesse, mais ça touche aussi des choses comme le logement et le cadre de vie, l'accompagnement des familles, l'animation de la vie sociale. Donc ce nouveau cadre pluriannuel est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire sur chacun des champs d'intervention de la CAF. Donc, il est conclu sur un territoire nord-ouest de la métropole, donc avec la ville de Sassenage, avec la commune de Sassenage, Fontaine, Cessiné-Paris 7, Tessin, Veurey-Voroise et Noyaret. On a décidé de faire un sous-territoire pour travailler de manière plus efficace. Sous-territoire qui va comprendre Sassenage, Veurey-Voroise et Noyaret. Donc, les actions sont menées sur le territoire. Et donc, au vu des prérequis demandés par la CAF et de l'organisation des 3 communes, il est proposé qu'un agent de la commune de Sassenage dédié à la CTG puisse coordonner ses actions sur le sous-bassin. Donc la convention, vous l'avez eue en annexe. Donc c'est une convention toute simple entre les 3 communes, donc Sassenage, Noyaret et Veurey. On rappelle ce qu'est le CTG, ce que je viens de vous expliquer. On dit que c'est une convention donc, qui est valable pour une durée qui commence au 1er janvier 2023 et qui va jusqu'à la date de renouvellement de la convention du territoire global. L'aspect financier, donc c'est soumis à condition que la CAF on récupère les fonds auparavant versés aux communes de Noyaret et Veurey-Voroise sur le poste de chargé de coordination. À la commune de Noyaret et Veurey, ça s'est transféré donc sur la commune de Sassenage. Voilà, on rappelle que d'un point de vue hiérarchique, ce sera la commune de Sassenage qui gérera cet agent, mais que l'agent travaillera en lien direct avec les DGS de Noyaret et de Veurey-Voroise. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur ce sujet. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des compléments à faire? Non? C'est bon? Ouais, c'était très clair. On peut peut-être ajouter qu'on a déjà bien commencé à travailler avec cette dame et que c'est plutôt très positif. Chouette. Ouais. Très positif, ça avance vite, bien et voilà. Très bon agent. Alors, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord sur la convention et autorise à signer. Alors, les points suivants concernent les mobilités. Alfio, est-ce que tu as un micro? Ah, c'est Madame Micro. Donc, tu vas nous parler de la vente en ligne d'un camion-benne. On t'écoute. Bonsoir. Oui, la délibération vient suite à la cession d'un camion sur le site Agorastore. La commune de Noyaret souhaite mettre en vente, notamment par le système d'enchères publiques, en ligne sur le site Agorastore, le camion Ben Toyota Dina 105, utilisé par les agents des services techniques acquis en 2012. Ce site permet à la commune de vendre leurs biens avec sécurité et contrôle. En temps normal, il n'y a pas besoin de délibération pour un montant qui est inférieur à 4 600 €, mais vu l'estimation du véhicule, on a besoin de cette délibération. Alors cette vente, elle intervient surtout après une étude du parc automobile de la commune. Il faut savoir que sur la commune, nous avons 6 véhicules
Quand je dis VL, VUL, je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avons 4 VL, véhicules légers, comprenant notamment le Citroën Berlingo pour le partage des repas, le Dacia Sandero. On a aussi le véhicule de la police municipale, le Fiat Forino, et le véhicule des services techniques, le Fiat aussi Fiorino. Et nous avons 2 VUL, donc le Mitsubishi Canter et le Toyota Dyna. Il faut savoir que il y a aussi 3 autres véhicules qui sont un tracteur agricole, une tondeuse autoportée et une remorque plateau. À partir de là, on a fait une étude du parc automobile et on a déjà classifié par rapport aux vignettes critères. Vous le savez très bien, on parle de plus en plus de ZFE, de zones à faible émission. Et nous, communes comme entreprises, on est soumis à cette loi, et notamment la loi résilience. Aujourd'hui, on a 4 VL, donc des petits véhicules qui sont en critère 1. On a estimé que ces véhicules-là n'avaient pas besoin d'être remplacés car elles n'auront pas besoin, elles seront autorisées à rouler sur la commune et ailleurs. Par contre, nous avons 2 camions qui sont en critère 2 et qui ne pourront plus circuler à partir de juillet 2025 sur la commune. Et sur les 27 autres communes aussi qui sont soumises à la ZFE. Donc, après étude de tout ça, on a décidé, et en lien avec les services techniques et les agents et le responsable des services techniques, de se séparer du Toyota Dyna. Et bien sûr, si on se sépare d'un véhicule, il y a un petit enfant qui arrive, et notamment un petit camion, un véhicule électrique de marque Goupil, qui est une fabrication française, qui aura une autonomie de 100 km. Et je veux juste préciser que ce véhicule est garanti 2 ans et les batteries 7 ans. Le remplacement de ce véhicule aura une meilleure utilité dans notre commune qu'un vieux véhicule diesel. Cette démarche donc participe au développement durable et à la bonne gestion du patrimoine et des finances communaux. Elle s'inscrit dans la volonté de la commune d'une mobilité plus douce et dans le respect de la future zone à faible émission de la Grenoble-Alpes Métropole. Donc je propose d'autoriser Madame le maire à signer l'acte de vente subséquent, indique que la recette en résultat sera versée au budget municipal et autorise le maire à passer les écritures de cession correspondantes pour sortir le bien de l'actif. Merci Alfio. C'est vrai qu'on a un parc qui est vieillissant, hein, qui mérite d'être... Oui, effectivement, un parc vieillissant, environ plus de 10 ans, parce que le plus jeune, c'est le Toyota Dyna, qui est de 2012. Mais le gros avantage qu'on a, c'est que vaut mieux réparer que acheter. Et du coup, on a pu entretenir tous les petits VL, donc faire notamment des distributions moteurs qui auraient dû être faites déjà depuis tous les 5 ans. Et là, on les a fait actuellement au bout de 10 ans. Donc, on peut dire qu'on a eu de la chance là-dessus. Mais aujourd'hui, le diesel ne s'apprête plus à rouler dans nos petites communes vu qu'on fait des petits circuits. Et un diesel s'encrasse très vite et les pièces sont super chères. Voilà. Et puis, je pense qu'il y en a certainement d'autres... petit à petit, on va revoir tout le parc, hein, de toute façon. On va revoir surtout en termes de critères, et notamment le 2e camion, qui à partir de 2025 ne pourra plus circuler, à partir de juillet 2025 ne pourra plus circuler dans la métropole, pas dans les 27 communes qui ont la ZFE. Mais après, à partir de là, oui, on pourra étudier, mais il faut rouler propre. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, voilà, vendu. Alors, on continue sur rouler propre. Super transition. Oui, super transition. On t'écoute. Donc, on va passer sur la délibération cadre qui met en avant une subvention pour tout ce qui est vélo.
et notamment aussi vélos conventionnels, non motorisés, mais aussi vélos à assistance électrique. Dans le cadre de sa politique de mobilité et de transition énergétique, mais aussi au regard de la mise en place encore et encore de la ZFE, mais là plutôt au niveau des particuliers, la commune de Noyers souhaite diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et vise pour cela un accroissement de l'usage du vélo sur son territoire. C'est dans une optique qu'elle a voulu instaurer une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné, mais aussi une subvention pour les kits de transformation, mais aussi pour un vélo non motorisé, donc non électrique, qu'il soit neuf ou reconditionné. Cette subvention, elle vient aussi dans notre campagne pour promouvoir justement les mobilités douces. Vous avez dû sûrement voir des aménagements suite à des concertations, notamment au niveau de la circulation autour de l'école, où on veut faire du multimodal et aussi favoriser les mobilités douces. Cette subvention, du coup, cette subvention devra bien respecter certains points, notamment l'article 2 et le modèle de VAE bien spécifique. Cette subvention sera à hauteur de 30% au montant du TTC du vélo, mais elle ne devra pas dépasser un certain plafond, notamment dans le tableau qui est en annexe. Je prends un cas très concret. Si un véhicule VAE coûte 1 000 € aujourd'hui, on pourra subventionner à hauteur de 30%. Si le ménage a un quotient familial de 600 €, elle aura un plafond à 200 €. Donc aujourd'hui, on pourra attribuer à ce foyer 200 € de subvention sur son vélo électrique. Ce système-là va fonctionner aussi pour tout ce qui est kit de transformation et aussi tout ce qui est vélo non motorisé. J'accentue aussi le fait que si on peut prendre de l'occasion, c'est pas plus mal. Ça limite aussi d'acheter du neuf. Donc cette aide sera attribuée à une seule fois et à un seul foyer durant le dispositif qui dure 3 ans. Elle sera attribuée aussi à une personne physique habitant la commune de Noyers. Un dossier, bien sûr, sera constitué et soumis à une commission mobilité environnement. Par contre, si le vélo est revendu dans les 3 ans, la commune pourra réclamer cette subvention au propriétaire du vélo. Et on se réserve aussi, commune, à contacter les bénéficiaires de ces subventions pour un contrôle s'ils ne l'ont pas vendu ce vélo dans les 3 ans. Alors, cette subvention-là vient aussi en complément des subventions de l'État et en complément, actuellement, dans le dernier conseil métropolitain qui a été validé, une aide aussi de la métropole sur les vélos à assistance électrique. Et bientôt, il y a celle du SMAC qui arrive aussi. On rajoute la même quantité en plus. Voilà. Du coup, donc il est du coup proposé au conseil municipal d'accepter la convention en pièce jointe, présenter et de valider la dispositif de subvention ainsi instaurée et d'autoriser bien sûr Madame le maire à effectuer l'ensemble des démarches en vue de l'attribution de subventions et notamment la signature, la dite convention avec les bénéficiaires. On va faire un peu de la pub sur nos communications habituelles. Bien sûr, ça, hein. on va avoir un objet pub, effectivement, que ce soit pub, je pense, numérique, ou même pub à l'école, ou voilà. Donc, bien sûr, on va la mettre en avant. Donc, voilà. Enfin, si on compte juste sur ceux qui regardent le conseil municipal, on va pas avoir beaucoup de demandes. Après, je pense que vous le verrez dans le A4. Il y a des A4 qui passent. Ouais, Il y a de la pub aussi en A5. Voilà.
Donc pourquoi pas en mettre à l'école, on verra. Mais s'il y a déjà quelques habitants derrière le Facebook, ben, ils peuvent déjà commencer à constituer le dossier. Ils peuvent commencer à pédaler là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est assez précis, merci. Alors, on met au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Tout le monde est pour rouler en vélo. Donc, le conseil municipal donne son accord. Le point suivant, c'est Annie. Tu as ton micro, super, qui concerne la convention de travaux 2023 avec la CISI. Oui, alors je vous rappelle la collaboration qu'il existe depuis de longues années entre l'association CISI, et qui est un chantier d'insertion studitaire, pour donner les initiales, et la commune de Noyaret. Nous souhaitons cette en fait effectue pour la commune divers travaux, tels que du débroussaillage, de l'élagage, de la tonte, de l'abattage, l'entretien de rives de cours d'eau, l'entretien de sentiers de randonnée, et nous apporte un travail de qualité. Nous souhaitons donc aussi soutenir la commune, il est également important pour la commune de soutenir l'insertion par l'activité économique, telle que réalisée par la CISI dans le cadre de ces chantiers d'insertion. Il est donc proposé de renouveler cette convention pour 2023, telle qu'annexée à la présente délibération, avec un nombre de 25 jours d'intervention. Ce nombre pourra être complété par l'avenant en cas de nécessité. Alors, le coût journalier d'intervention a augmenté de 60 €, passant à 550 €. Cela s'explique à la fois par, on a eu des prix historiquement très bas pour notre commune, et malheureusement par l'inflation récente. Donc nous proposons d'autoriser Madame le maire à signer la convention de travaux dans le cadre d'un programme de chantier d'insertion proposé par la CISI, et les crédits seront inscrits au budget 2023. La convention est donc annexée à cette délibération. Merci Annie. Est-ce que tu peux en profiter pour expliquer comment les dates se décident avec la CISI? Je pense notamment des fois au cimetière. Oui. Alors, donc il y a des 25 interventions généralement dans l'année. Donc, elles se situent sur des moments, au moment où nous en avons besoin. Donc, tel que le cimetière, justement, qui a été cette année l'objet de beaucoup de repousses d'herbes. Donc, ce que nous faisons, nous mettons de côté peut-être d'autres endroits à désherber pour privilégier le cimetière. Ils interviennent aussi quand des arbres menacent de tomber, pour faire quelques abattages. Les sentiers aussi, tels que le chemin qui monte du chemin de la Vigne et qui arrive au chemin du Didet. Donc cette portion-là est nettoyée aussi par la CISI. Ils font beaucoup de petits sentiers en fait. Le sentier qui est derrière le château de Chaulnes. Voilà, donc tous ces travaux de désherbage qui demandent énormément d'énergie et pour lesquels nous n'avons pas assez d'agents d'entretien pour le faire eux-mêmes. Voilà. La CISI arrive avec un grand nombre de personnel et aussi de matériel, et du coup arrive en 1 ou 2 journées à faire tous ces gros travaux. Merci Annie. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Jacques. Je te passe le micro, Jean-Jacques. En ce qui concerne les sentiers, si je ne me trompe pas, il y a quelques temps de ça, il y avait un plan des sentiers de randonnée. Oui. Et ça, c'était plus ou moins géré par la métro et en collaboration avec la commune. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité, ça? Plus ou moins. C'est vrai que la métro n'arrive pas toujours à tout faire. Donc,
Voilà, nous faisons ce qui est situé dans la commune, où on a beaucoup de passages, et après, tous les gros sentiers, pour l'instant, on n'a pas vraiment le retour. Oui, vas-y, Johan. Donc la métro a effectivement la charge du nettoyage et de l'entretien des sentiers. Vu dans le territoire le nombre de kilomètres de sentiers existants, il y a un plan de priorité principalement sur les sentiers qui sont ce qu'ils appellent structurants, où là ils vont effectivement passer chaque année, voire plusieurs fois par an pour un entretien, une coupe sur les côtés, etc., désherbage, fauchage léger pour permettre le passage d'un homme, d'un vélo et d'un cheval. Voilà, c'est leurs critères. Après, tout ce qui est sentier secondaire, effectivement, ils passent même pas forcément tous les ans. C'est vraiment par prioritisation. Et si on a des remontées d'habitants ou de personnel communal qui notent une dégradation de ces sentiers, on leur refait remonter et ils le planifient dans un délai plus ou moins long. Mais bon, c'est un service relativement modeste avec un nombre de kilomètres conséquent. Et je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je réponds à ta question, Jean-Jacques. Le parc n'intervient pas directement là-dedans, pour la bonne et simple raison que sur la partie métro du parc, c'est-à-dire toute la commune en gros, ils font partie du conseil d'administration avec les sentiers, ils sont présents, j'ai été à ces réunions. Par contre, ils délèguent complètement cette gestion-là. Là où le parc va intervenir dans les sentiers, c'est pour la pose de panneaux signalétiques, par exemple pour les déchets, les panneaux du parc, les bonnes pratiques pour faire respecter la charte du parc du Vercors dans le domaine qui concerne le parc du Vercors. Pour l'entretien des sentiers, c'est complètement dévoué à la métro. Mais c'est pareil pour le parc de Chartreuse, etc. À ces réunions, il y a justement des représentants de chaque parc concerné. Un peu plus prudent en ce moment-là avec... Alors, y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Le conseil municipal donne donc son accord. Point suivant, c'est Nathalie qui a un micro concernant la métro, mutualisation avec la métro et signature d'une convention portant sur le réseau et les actions de développement des capacités de résilience. Tu vas nous expliquer tout ça. Je vais essayer. Donc, l'offre de mutualisation risque et résilience avec la métro a été développée sur la base des expériences, des travaux et des actions menées depuis la stratégie locale de gestion du risque d'inondation entre les communes et la mission risque métropolitaine. Donc, l'ensemble des activités proposées ne sont pas imposées par la réglementation et constituent bien un plus vis-à-vis des exigences réglementaires. L'offre de mutualisation constitue donc un moyen de développer et renforcer les capacités, les outils et les procédures qui restent sous la responsabilité de la commune. Cette offre de mutualisation fait l'objet d'une convention annexée à la présente délibération. La cotisation annuelle pour 2023 et pour Noyaret est de 193 €. À préciser que 80% du coût total de la prestation est subventionné dans le cadre des fonds européens du développement régional. Cette offre propose des activités structurées autour de la dimension méthodologique de la création et de l'utilisation des outils communs. Animation du réseau communal risque et résilience, mise à disposition et actualisation des nouvelles connaissances risque vulnérabilité, amélioration des capacités de sauvegarde communale, production et suivi d'outils de gestion,
mise à disposition de conseils et d'expertise technique en amont des opérations d'ensemble avec enjeu communal. Cette mutualisation débutera le 1er janvier 2023. Donc, vu la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels, vu les articles L. 5217-2, L. 5215-27 et L. 5217-7 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole, dénommée Grenoble-Alpes Métropole, vu la délibération numéro 78 de Grenoble-Alpes Métropole en date du 8 juillet 2022 portant sur cette offre de mutualisation, il est proposé au conseil municipal d'approuver la souscription de la commune à cette offre, approuver le montant de la cotisation 2023 pour Noyaret, approuver la convention de prestation de services, autoriser Madame la maire à la signer, ainsi que tout document se référant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Alors je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, avant de délibérer, le conseil municipal donne donc son accord pour la souscription de cette offre de mutualisation, approuve le montant de la cotisation 2023 pour Noyaret et m'autorise à la signer. Le point suivant, c'est Alfio reprend la parole concernant le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics des déchets, de l'eau potable et de l'assainissement de Grenoble-Alpes Métropole. On t'écoute. Merci. Du coup, c'est un rapport annuel qui est chaque année mis en acte. Et celui-ci, excusez-moi, je me suis perdu. Il va falloir qu'on prenne acte de ce rapport. Donc, la commune de Noyaret a été destinataire des rapports annuels sur la qualité et les prix des services publics des déchets, de l'eau potable, de l'assainissement établis par la Grenoble-Alpes Métropole pour l'exercice 2021. Ils doivent être présentés au conseil municipal avant le 31 décembre 2022 et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc l'ensemble de ce rapport, c'est un ensemble de chiffres, notamment sur l'assainissement, mais aussi sur l'eau potable, mais aussi sur tout ce qui est déchets. Je voudrais plus m'attarder sur la régie assainissement et vous divulguer quelques chiffres, sachant que le rapport est en annexe et consultable aussi sur la Grenoble-Alpes Métropole. Donc, en quelques chiffres, il faut savoir qu'au niveau de l'assainissement, nous avons 2072 km de réseau public, eau usée, eau pluviale et unitaire. Il faut savoir que 55 communes sont raccordées à la station d'épuration Aquapol. Ça comprend une grande majorité des communes de la métropole, des 49 communes, mais on a aussi des communes du Grésivaudan qui sont raccordées à Aquapol. Il faut savoir qu'il y a 5 stations d'épuration hors Aquapol, en plus, sur la métropole, et 157 stations de relevage des eaux usées. Les données d'exploitation sur 2021, l'activité préventive, nous avons eu 786 pompes de postes de relève et nous avons aussi pas mal de chiffres sur ces données d'exploitation. Je voudrais plus m'attarder encore sur la station Aquapol et notamment sur le fait que Aquapol n'est pas juste une station d'épuration, mais aussi une productrice de bio-GNV, de biogaz, qui fait qu'aujourd'hui Aquapol peut aussi s'autoproduire à hauteur de 15%. Et derrière, on est amené à faire du circuit court avec du bio-GNV, et notamment pour nos véhicules, parce que nos véhicules sont équipés en bonbonne de gaz, et nous avons signé avec la commune et la commune de Saint-Égrève sur la station qui a ouvert il y a moins d'un an, et notamment en biogaz. Voilà. Il faut savoir que cette station va aussi accueillir très prochainement une station hydrogène
pour les véhicules poids lourds. Donc voilà. Donc le conseil municipal prend acte de ce rapport 2021 sur les déchets, l'assainissement et le dernier, j'ai oublié. L'eau potable. Et l'eau potable, effectivement. Voilà. C'est un rapport qui est très intéressant, qui est facile, qui est illustré. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter. Merci Alfio. Tu nous l'as bien vendu, dis donc. On a presque envie de le lire. Plaisante. Est-ce qu'il y a des questions? Pour vérifier si tu le connais bien? Regarde, tu as un micro. C'est la station du Fontanil, ouais. Aquapole. Ah oui, pardon, ouais, Saint-Égrève. Exactement. De rien. Bien, pas d'opposition à ce rapport? Non, donc nous ne votons pas un rapport, nous prenons donc acte de ce rapport. Et le dernier point, c'est toi, Johan, qui termine en beauté en rapport du représentant de la commune au sein de la SPL ALEC. On t'écoute. Donc effectivement, c'est une obligation légale car la commune, depuis de nombreuses années, est actionnaire donc, de l'ALEC, l'Agence locale énergie-climat. Donc nous siégeons aux instances d'administration. Donc l'ALEC répond à plusieurs objectifs, donc principalement liés donc, à l'environnement et aux économies d'énergie. En termes de services, donc, nous avons adhéré à un pack de conseils et de suivi énergétique des bâtiments. Mais au-delà de ça, cette année en particulier, donc l'ALEC nous a accompagnés sur des projets majeurs, ont permis d'obtenir un financement, un cofinancement avec plusieurs autres communes et la métro, dont on a bien bénéficié, qui a permis donc une mesure de tout ce qui est bilan énergétique de l'intégralité des bâtiments communaux, qui aura pour les années à venir donc un impact sur notre prise de décision quant à la rénovation de ces bâtiments. Donc l'ALEC, hormis donc, ces actions qui restent les mêmes depuis plusieurs années et qui nous accompagnent bien depuis plusieurs années, s'est restructuré depuis 2 ans pour passer d'un statut d'association à un statut de SPL et avec une montée en charge conséquente du fait du décret tertiaire et l'obligation des communes à augmenter à diminuer leur consommation d'énergie dans des délais relativement courts. Donc, ils embauchent à tour de bras et ils ont besoin de se restructurer. Donc, voilà les grosses modifications de l'ALEC qui ont eu lieu cette année. Donc, changement de statut, fin des changements de statut, restructuration managériale et en termes augmentation d'équipe et accompagnement de la commune pour tout ce qui est économie d'énergie et bilan sur les bâtiments. Donc je propose que on ne soumet pas un vote le rapport, non? Non, on prend acte. Prenez acte. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un gros travail quand même que tu fais avec la délégation sur la rénovation des bâtiments, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est des passoires, hein. C'est terrible. Et là, on s'en rend compte encore plus. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport? Non. Donc nous prenons acte de ce rapport. Alors, l'ordre du jour est terminé. Je vous fais part de mémoire 4 décisions administratives. La signature d'un bail à usage professionnel pour le local B5 de l'espace de santé. Donc, comme vous le savez, M. Xavier Lejeune a laissé son local. Et à la demande de Madame Pommier, nous avons un nouveau médecin qui s'installe, qui est déjà là depuis quelques temps, mais qui termine ses études et peut du coup commencer comme médecin généraliste. Et on en est vraiment ravis.
Autre décision administrative, la signature d'une convention d'occupation d'une place de stationnement pour l'implantation d'un distributeur de pizza. Donc il est en place, il fonctionne. Hein, ça a été notre repas de ce soir pour certains. C'est parfait. Ensuite, la signature de convention avec Enedis pour l'enfouissement d'une ligne à haute tension à l'occasion de la réalisation d'un projet immobilier rue du 19 mars 62. Donc, c'est le gros projet sur le terrain Odo, l'ex-terrain Odos, projet Safilaf. Et la dernière, c'est la signature d'un contrat de vente de BioGNC avec la Société de gaz et électricité de Grenoble. Et Alfio en a bien parlé. Voilà. Je termine quand même en nous remerciant chacun pour ce beau marché de Noël de dimanche, qui a été très apprécié par les habitants. On s'est bien régalé. Et puis, le conseil municipal se termine, pas trop tard. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, un micro. Le micro là. Vous m'entendez là? En fait, c'est une remarque sous forme de question. Je voulais revenir sur la construction du pont sur la RD 502 qui a été fait par la métro cet été. Donc, c'était un gros chantier avec beaucoup de perturbations. Je me demande, c'est avec tout ce qu'on dit depuis des années sur la mobilité douce, on cherche toujours à essayer de faire des cheminements piétons dès qu'on urbanise. Et là, je ne comprends pas comment la métro a pu construire un pont sans penser aux piétons. Je veux dire, on est un village à côté d'une ZAC et on oblige les habitants à prendre la voiture s'ils ne veulent pas se faire couper en deux pour aller bosser à 200, 300, 500 mètres de chez eux. Donc je trouve que c'est une faute grave, moi, et je me demande comment même la commune n'a pas pu réagir. Bon, vous avez sans doute vu ça trop tard, comme très souvent avec la métro, mais ça me semble inadmissible, moi. Alors, je vais laisser répondre Johan. Oui, on peut être plusieurs à répondre, que ce soit donc Alfio dans les interactions avec la métro ou Nathalie plus dans l'urbanisme. Effectivement, donc, on a appris la rénovation de ce pont extrêmement tardivement. La première réaction immédiate, c'est non mais vous refaites le pont, mais faites une piste cyclable, faites une voie piétonne. C'est un axe structurant pour aller vers Actipol. Et la réponse fut tout aussi immédiate en disant que le projet chez eux était bouclé depuis belle lurette, que là ils en étaient à faire les appels d'offres pour les entreprises et que notre beau projet de piste cyclable, etc., se débrouillerait nous-mêmes après le projet. Donc on a été très déçus, je m'imagine bien. Et donc là on commence à essayer de mettre en place, de récupérer, parce qu'un des points bloquants aussi que la métro n'a pas voulu adapter à la marge leur projet, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires des parcelles qui seraient nécessaires pour l'emprise d'une éventuelle zone piétonne ou cycliste. Et donc justement, on travaille sur ce point-là pour acquérir ces parcelles et réaliser la passerelle qui est, à mon avis, effectivement un point important dans l'aspect structurant mobilité douce pour Noyaret et d'être capable de rejoindre Noyaret Centre à Actipol sans être en danger, sans monter dans la montagne, voilà. Mais oui, c'est un gros, en tout cas me concernant, c'est une très grosse déception suite à des problèmes principalement de service interne à la métro, où la communication l'information nous arrive très très tard et qu'on n'est pas sollicité pour travailler en amont sur ces projets, pour profiter de ces projets, pour améliorer les choses. Et on arrive à des situations aberrantes avec des dépenses, parce que tout ça va coûter plus cher que de le faire à l'initial. C'est la crétinerie et je ne peux que te rejoindre là-dessus, Christian. Prends peut-être un micro pour qu'on t'entende bien, même si tu as la voix qui porte. Bon, je répète. Simplement pour vous dire que le Conseil des aînés
a été saisi par certains de ses membres en ce qui concerne donc ce fameux pont là, sans liaison piétonne ni cycliste. Et on s'est décidé finalement de faire un courrier directement à la métro pour leur signaler ces aberrations. Voilà. Les élus qui étaient avec nous justement à ce Conseil des aînés ont approuvé notre... Oui, de toute façon, on soutient toujours les mouvements des habitants. Ça, c'en est un. Et on est en cohérence complète. Nous, on a joint un courrier aussi mairie au courrier des aînés pour appuyer ça, justement. Et si on reste autour du pont, hier, au marché, il y a un habitant qui m'a dit qu'ils avaient remis le panneau ActiPole au niveau du pont, là. Je ne suis pas repassée, moi, depuis quelques temps. Et c'est vrai que quand on descend de rue Léon-Porte, il gêne la visibilité. Et on était content quand il n'y était plus, qu'il avait disparu. Puis là, il est revenu. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas... On ne pourrait pas faire quelque chose. Quelque chose, Alfio, non? Ah, tu l'as déjà signalé? D'accord. Une communication interne qui fonctionne très mal. Voilà. Oui, il y a aussi ça. Ouais, c'est vraiment un service très compliqué et où ils se tirent souvent les cheveux. Ouais. Mais je redis quand même que la métro reste un de nos partenaires. Non, mais après... et qu'on se connaît. Enfin voilà, et on sait les endroits où ça fonctionne, on sait les endroits où ça dysfonctionne. Et puis bon, de toute façon, globalement, on est dans un système administratif français assez idiot et voire crétin sur certains aspects. Et on voit bien comme à force un millefeuille, en fait. T'as 10 couches à passer avant d'arriver au bon interlocuteur, quoi. Oui, merci Christian. On était complètement dans cette lignée-là, nous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ou messages à faire passer? Est-ce qu'on aura peut-être encore un conseil municipal avant Noël, non? Je sais pas, on ne sait pas trop. Non, peut-être pas. C'est une délib un petit peu à faire passer là, mais bon, on verra bien. Donc, si on ne se revoit pas en conseil municipal, joyeuses fêtes. Nous, les élus, on sait qu'on va se revoir très souvent. Donc, à suivre. Ah si, j'avais encore un truc à dire. Les vœux du maire, c'est le 6 janvier. Voilà. Pour les 5 ou 6 qui nous regardent sur Facebook. 6. Vous êtes 6 à nous regarder. Merci. Donc, les vœux du maire le 6. Voilà, le conseil municipal est terminé. Bonne soirée.